La lettre est arrivée un mardi. C'était le genre de détail dont personne ne s'est souvenu par la suite, ni l'avoué qui l'a remise, ni le valet qui l'a posée sur le plateau d'argent. Et certainement pas le duc d'Ashurn, qui l'a lu 2 fois. Il l'a posée sur son bureau avec la précision d'un homme qui dépose une arme. Et il a senti quelque chose sans nom le traverser, comme un courant froid sous la glace. Dehors, le ciel d'octobre avait la couleur de l'étain sale. La pluie tapotait les vitraux au plomb. Son rythme était presque patient. Il attendait cette lettre depuis 6 semaines. Mais il ne s'attendait pas à son contenu. Le domaine de Northwaite n'était pas, à proprement parler, maudit. C'était la position de l'avoué du duc, M. Aldis Breen. C'était un petit homme méticuleux. Il portait son scepticisme comme un second gilet. En plus de 22 ans au service du duc d'Ashurn, il avait développé un talent particulier, celui d'annoncer les mauvaises nouvelles sur un ton si neutre qu'il fallait un instant pour comprendre qu'on venait de les recevoir. Le domaine était simplement, avait dit Breen, grevé. Le mot est tombé doucement, c'était un mot prudent. C'était le mot qu'un homme utilise quand les mots honnêtes causeraient une scène qu'il ne souhaitait pas gérer. Des mots comme en ruine, impossible à louer. Un fardeau pour le titre depuis 3 générations. Le domaine de Northwaite était grevé. Le toit de l'aile s'était effondré en janvier dernier. Les fermiers locataires n'avaient pas renouvelé leur baux. Le gardien était parti au printemps, citant des raisons qu'il refusa de mettre sur papier. Et la dernière occupante connue de la maison, une jeune femme engagée comme gardienne sur ordre du duc lui-même, était. Breen a marqué une pause ici, avec le léger malaise d'un homme annonçant un pronostic. Toujours là-bas. C'était la partie à laquelle le duc ne s'attendait pas. Il avait envoyé Vivian Ashurn à Northwaite en avril. Il l'avait fait comme un homme fait une chose qu'il sait indéfendable, mais qu'il a décidé de faire quand même. Rapidement, sans cérémonie, et en utilisant le plus de fiction polie possible entre lui et la réalité de ses actes. Il s'était dit qu'elle y serait à l'aise. Il s'était dit que la maison était habitable, que le parc était agréable en été, et que ce poste était temporaire. Il s'était dit qu'elle pourrait même préférer la solitude. Il ne s'était pas dit la vérité. Il était assez honnête pour l'admettre, dans l'intimité de son bureau, ce mardi-là. La vérité, c'est qu'il avait voulu qu'elle parte. Elle était une complication. Elle était la veuve de son frère. Sa présence à Ashurn House était un miroir, dans lequel il ne voulait pas se regarder. Et Northwaite était très loin. Voilà tout son raisonnement. Il n'en était pas fier. Cependant, c'était un homme qui croyait que la fierté et l'action occupaient des pièces séparées, et que l'on pouvait être absent de la première tout en continuant dans la seconde. Mais la lettre disait qu'elle était toujours là-bas. Non seulement elle était toujours là, mais les phrases prudentes de M. Breen continuaient. Le duc les relut, plus lentement cette fois. Au cours des 6 mois qui s'étaient écoulés, elle avait engagé un maçon local pour réparer le mur sud, avant l'arrivée des pluies. Elle avait aussi embauché 2 femmes du village comme personnel de maison. Elle avait créé un potager dans l'enclos muré derrière les écuries. Un potager qui, et ici Breen devenait inhabituellement précis, ce qui suggérait qu'il avait été vraiment frappé par la chose, produisait. Apparemment, il produisait bien. Elle ne se contentait pas de survivre. Elle ne souffrait pas en silence et avec dignité. Le potager, le personnel, le mur réparé, les notes qu'elle avait tenues, méticuleuses, c'était le mot dans la lettre de Breen. Des notes sur l'état de chaque pièce et de chaque dépendance de la propriété. Et une dernière chose. La lettre mentionnait une dernière chose, presque comme une parenthèse. Elle était enfouie dans l'avant-dernier paragraphe, là où Breen plaçait les sujets qu'il jugeait sensibles. Elle avait été contactée par 3 groupes différents pour un bail à long terme sur l'aile ouest rénovée et les écuries. Au nom du domaine, elle avait mené des négociations. Le duc posa la lettre. La pluie continuait de tomber. Il resta assis un long moment dans la lumière grise de l'automne, et la chose qu'il avait traversée comme un courant froid se transforma lentement en quelque chose qu'il pouvait nommer. Ce n'était pas de la culpabilité. Il avait déjà géré la culpabilité. C'était une émotion inconfortable, mais gérable. Et elle ne produisait pas cette sensation particulière. Celle-ci ressemblait plutôt au sentiment de chercher un mur de pierre dans le noir et de découvrir qu'il s'était déplacé. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était le premier signe de quelque chose pour lequel il n'avait pas encore de mots. Le sentiment qu'une situation qu'il croyait contrôler avait, pendant qu'il avait le dos tourné, développé sa propre architecture. Il partit pour Northwaite le lendemain matin.
La route vers le nord prit presque 2 jours. Il passa une nuit dans une auberge à Hariat. Là, il mangea sans rien goûter et dormit sans vraiment se reposer. Il avait déjà emprunté cette route, 2 fois dans la vingtaine, une fois pour une partie de chasse, une autre fois pour inspecter le domaine après la mort de son père. C'est là que toute l'étendue de son délabrement lui avait été révélée. Il se souvenait que le paysage devenait plus austère et plus ouvert à mesure qu'on avançait. Les haies s'amenuisaient, le ciel s'élargissait, jusqu'à occuper une part du monde visible qui semblait presque agressive. Il n'avait pas aimé ça à l'époque. Il n'était pas sûr de ce qu'il en pensait maintenant. Il regardait les champs de novembre défiler par la fenêtre de la voiture, dans la lumière plate et grise du petit matin. Le givre était encore blanc sur les côtés ombragés des murs de pierre. Il avait la lettre dans la poche de son manteau. Il ne la relut pas. Il l'avait assez lue pour la connaître par cœur. La relire ne changerait rien. Ce dont il avait besoin, ce n'était pas de plus d'informations, mais de plus de temps pour comprendre ce que ces informations signifiaient. Pas sur Northwaite, mais sur lui-même, et sur la femme qu'il y avait envoyée. Et sur les 6 mois écoulés entre avril et maintenant, période pendant laquelle quelque chose s'était apparemment produit, quelque chose dont il ne s'était pas occupé. Il n'avait pas l'habitude de ne pas s'occuper des choses. Il dirigeait un duché. De la vie de tous ceux qui travaillaient avec lui, il était méticuleux. L'idée que Vivian Ashern avait passé 6 mois dans un domaine en ruine, à le réparer petit à petit, calmement et systématiquement, sans un mot de protestation ou de demande, pendant que lui était à Londres, méticuleux sur d'autres sujets. Cette idée le mettait mal à l'aise. C'était l'inconfort spécifique d'une vérité à laquelle on n'a pas réfléchi. Il regardait le paysage s'ouvrir vers le nord, et il essayait de se souvenir de la dernière fois où il avait vraiment parlé longuement à Vivian. Pas les échanges formels au dîner, ni les brèves conversations pratiques sur l'organisation de la maison. Il voulait se souvenir de la dernière fois où il lui avait vraiment parlé. Il ne pouvait, avec certitude, en trouver un seul exemple. 7 ans avant ce mardi, durant l'hiver de 1841, une jeune femme nommée Vivian Marette était venue à Londres depuis le Dorset. Elle était avec sa mère, 2 mâles, et cette combinaison très particulière d'intelligence et de retenue. Ceux qui l'admirent appellent cela de la contenance, ceux qui ne l'admirent pas, de la froideur. Elle n'était pas froide. Elle avait appris tôt, et bien que le monde réagissait différemment à une femme qui montrait tout ce qu'elle avait à l'intérieur. Elle savait que la température d'une pièce change quand on y laisse trop de soi. Elle s'était donc appris à occuper une empreinte atmosphérique plus petite que sa taille réelle. Elle gardait sa chaleur. Elle la gardait simplement à l'intérieur. Elle avait rencontré Thomas Ashern lors d'une réception en décembre. Il était le frère cadet d'un duc, ce qui signifiait qu'il avait le charme qui vient de la proximité du pouvoir, sans la prudence que le pouvoir lui-même impose. Il avait dansé 2 fois avec elle et parlé de philosophie jusqu'à ce que sa mère redirige doucement la conversation. Ed Vivian l'avait trouvée. Elle était honnête avec elle-même à l'époque, plus intéressant qu'elle ne s'y attendait. Il l'avait épousée au printemps de 1842. Il était mort d'une fièvre 14 mois plus tard, la laissant veuve à 23 ans, sans enfant, et sous la garde, pour ainsi dire, d'un duché qui n'avait jamais vraiment su quoi faire d'elle. Le duc d'Ashurn, Edmund, bien qu'elle n'ait jamais utilisé ce prénom, n'avait pas été méchant avec elle durant ses premières années. Il avait été correct. Il existe une forme de courtoisie qui ne se distingue pas du granit, et il l'a pratiquée avec la constance d'un homme qui a décidé que la correction était l'émotion la plus sûre qui soit. Il lui versait sa pension. Il la saluait lors des réunions de famille. En 3 ans passés sous le même toit, il ne lui a jamais posé une seule question qui ne soit pas liée à la logistique. Elle comprenait, avec la précision d'une femme qui a passé des années à apprendre à lire les pièces, qu'elle le mettait mal à l'aise. Et elle comprit plus progressivement, et avec moins de certitude, pourquoi. Elle avait été la femme de Thomas. Elle était toujours la femme de Thomas, à un temps du verbe qui n'expirait pas. Et Thomas était celui qu'Edmund aimait, de cette manière inexprimée et non analysée, dont les hommes de cette époque aimaient parfois leurs frères, férocement, sans mots, et avec un chagrin qu'ils ne nommaient que trop tard pour l'offrir à la personne qui aurait pu le recevoir. Elle ne lui en avait pas voulu de l'envoyer à Northwaite. Elle l'avait compris aussi clairement qu'elle comprenait tout d'Edmund Ashern, ce qui était plus clairement qu'il ne le savait lui-même, et plus clairement qu'elle ne le lui avait jamais dit. Ce qu'elle avait fait pendant le voyage vers le nord, la voiture cahotant sur des routes de plus en plus étroites et mal entretenues,
fut de prendre une décision. La décision était la suivante. Elle n'allait pas attendre en s'amenuisant. Elle allait attendre, car elle n'avait pas le choix dans l'immédiat. Mais elle n'allait pas arriver là-bas et devenir petite. Elle avait été assez petite, dans assez de pièces, pendant assez d'années. Le domaine était grevé. Elle, non. Elle se souvenait de sa première vision de la maison. La voiture avait remonté la longue allée au crépuscule. Et le bâtiment s'était dressé sur un ciel de la couleur d'un bleu. Une grande bâtisse jacobéenne, avec une aile visiblement résignée à l'entropie. Les fenêtres étaient sombres. L'allée était dévorée par l'herbe qui avait poussé à travers le gravier, avec l'insistance tranquille de quelque chose qui a été patient très longtemps. Le gardien, qui n'était pas encore parti en cet avril, se tenait à la porte avec l'expression d'un homme subissant un désagrément professionnel. Il y avait une seule pièce fonctionnelle, avec un feu préparé. La cuisine était froide. L'aile, elle lui montrait le ciel à travers ce qui avait été un plafond. Elle s'était tenue dans le hall, qui sentait le plâtre humide, et quelque chose de plus ancien. Et elle avait fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle avait ri. Pas un rire poli. Pas un instrument social déployé au moment opportun. Mais un vrai rire, bref, qui lui avait échappé. Parce que l'absurdité de la situation était totale. Une absurdité qui, elle le découvrit, avait un effet clarifiant. Elle avait 31 ans. Elle était une veuve, déposée par son beau-frère dans un domaine en ruine dans le nord de l'Angleterre en avril. Parce que sa présence continue dans sa maison était devenue gênante. L'aile n'avait pas de plafond. Un corbeau freux l'observait depuis le manteau de la cheminée, la tête penchée, avec une expression qu'elle ne pouvait décrire que comme évaluatrice. Le corbeau devint un habitué. Elle ne l'encouragea pas. Il n'avait pas besoin d'encouragement. À la fin de la première semaine, il s'était installé sur le rebord de la fenêtre de ce qu'elle avait désigné comme le bureau. C'était une pièce orientée au sud, avec la meilleure lumière et une cheminée qui tirait bien. Et il l'observait travailler avec l'air concentré et légèrement critique d'un superviseur qui a des réserves sur la nouvelle recrue, mais qui est prêt à observer davantage. Elle l'appela Bede, d'après un historien, car il semblait tout cataloguer. Elle écrivit des lettres. La première était pour M. Breen. Une lettre précise et détaillée, dans laquelle elle énumérait l'état du domaine, pièce par pièce, dépendance par dépendance, comme si elle menait une expertise professionnelle. Elle nota ce qui était récupérable et ce qui ne l'était pas, ce qui coûterait de l'argent à réparer et ce qui coûterait plus cher à ne pas réparer. Elle n'était pas, écrivit-elle, en train de demander quoi que ce soit. Elle fournissait des informations. La deuxième lettre était pour un maçon du village. Il lui avait été recommandé par la femme qui avait apporté du bois de chauffage le 3e jour. Une femme solide aux cheveux bruns, nommée Madame Hartley. Elle avait jaugé Vivien en 30 secondes environ et semblait être parvenue à une conclusion acceptable. Le nom du maçon était Josiah Pell. Il avait la qualité, rare et précieuse, de dire exactement combien les choses coûteraient et exactement combien de temps elles prendraient. Sans embellissement dans un sens ou dans l'autre. Elle l'apprécia immédiatement. Le mur sud fut réparé en 6 semaines. Cela coûta ce que Pell avait annoncé. La cuisine fut rendue fonctionnelle à la fin du mois de mai. Madame Hartley amena sa belle-sœur, qui avait besoin de travail. Et sa belle-sœur se révéla avoir un don pour le potager. C'était presque une vocation. L'enclos muré derrière les écuries avait été un jardin autrefois. On pouvait en voir la structure. Les vieux espaliers sur le mur sud, le fantôme d'un sentier. La terre était sombre et bonne sous les mauvaises herbes. Et il reprit vie cet été-là, avec une volonté qui ressemblait presque à un soulagement. Vivien prenait des notes. Elle prenait des notes sur tout. Les réparations, les coûts, l'état de chaque pièce à mesure qu'elle y travaillait, l'état des champs, les conversations avec les locataires voisins. Ceux-ci, en fait, n'avaient pas complètement quitté les terres. Ils avaient simplement cessé de payer un loyer à un domaine qui semblait avoir oublié leur existence. Elle alla les voir. Elle écouta ce qu'ils avaient à dire. Elle prit des dispositions. Rien de spectaculaire. Rien qui ne nécessitait une signature qu'elle n'avait pas le pouvoir de donner. Mais beaucoup de choses peuvent être accomplies sans signature. Et elle les accomplit. Bede observait tout cela depuis divers points de vue, avec une attention constante. À 2 reprises, il revint de l'extérieur avec de petits objets, et il les laissa sur le rebord de la fenêtre du bureau. Le premier était un bouton en étain avec un blason qu'elle ne reconnut pas.
Le second était un morceau de papier plié, ancien. L'encre était passée au brun. Elle le déplia avec soin et découvrit un reçu pour des semences, daté de 1809. Cela n'avait aucune pertinence immédiate, mais elle le garda quand même, car c'était comme si la maison lui offrait quelque chose. Vivien était à Northwaite depuis 4 mois quand la première demande de renseignement arriva concernant l'aile ouest. Elle venait d'un avoué de la ville voisine. Il avait été contacté par un monsieur et une madame Farweather de York. Ils s'étaient récemment mariés et cherchaient une résidence meublée convenable dans le nord pour une durée de 2 à 3 ans. Les affaires du monsieur exigeaient une adresse permanente dans la région. La demande était adressée au domaine. Ce qui, en pratique, signifiait qu'elle n'était adressée à personne. Mais Vivien l'a reçue, comme elle recevait tout à Northwaite. Elle l'a lue 2 fois, attentivement. Puis elle alla dans l'aile ouest et regarda ce qu'il y avait. L'aile ouest n'était pas l'aile est. L'aile est avait fait la paix avec les éléments. L'aile ouest était simplement négligée. Froide, poussiéreuse, les meubles recouverts de draps. Les planchers étaient solides. Les cheminées avaient besoin d'être ramonées et leurs grilles remplacées. C'était une aile qui avait été fermée, pas détruite. Il y avait une différence. Elle la traversa pièce par pièce avec une bougie. Puis avec les notes qu'elle avait déjà prises, elle prit d'autres notes, et elle retourna au bureau et écrivit une réponse à l'avoué de York. Une réponse qui était, pensa-t-elle, plutôt bonne. Elle ne s'engagea à rien, pourquoi elle n'avait pas l'autorité. Elle posa des questions. Elle fournit des informations. Elle garda la conversation ouverte. Elle écrivit ensuite une deuxième lettre à M. Breen. Elle l'informait de la demande et de sa réponse. Elle notait que des arrangements similaires pourraient, si le domaine le souhaitait, fournir une source de revenus significative. Pendant que la question de la restauration de l'aile est restée à l'étude, elle ne s'attendait pas à une réponse rapide. Elle n'en avait pas besoin. Elle reçut 2 autres demandes dans les 6 semaines suivantes. Elle les traita avec la même attention patiente et méthodique. Elle rassemblait des informations, posait des questions. Elle ne disait rien qui dépassait ses prérogatives, et rien qui ne fermait une porte qui pourrait être utile. Et elle attendit, et elle travailla. Bede observait depuis sa fenêtre, le jardin poussait, le mur sud tenait bon, et la cuisine produisait des merveilles. Un mardi soir de début octobre, un ragoût d'agneau fut si bon que Vivien s'assit à la table de la cuisine avec la belle-sœur de Madame Hartley, qui s'appelait Paul, et elles mangèrent dans un silence amical. Après, Paul dit, à sa manière simple, que la maison avait attendu. Juste ça, la maison avait attendu, et Vivien regarda le feu dans l'âtre de la cuisine et la bonne pierre des murs, et l'ail suspendu à la poutre, qu'elle n'avait pas planté, mais qui était simplement apparu dans le jardin un matin de juillet, comme s'il s'était porté volontaire. Et elle pensa que Paul avait peut-être raison. C'est ici, si vous avez eu la gentillesse de nous suivre jusqu'à présent, que nous pourrions faire une pause. Car ce qui allait se passer mérite d'être abordé lentement. L'arrivée du duc en ce matin gris de novembre. La voiture remontant l'allée de gravier réparée. L'expression sur le visage d'Edmund Ashern, quand il vit ce que Northwaite était devenu. Tout cela mérite d'être approché lentement et avec attention. Nous avons gagné le droit de bien voir la scène. Edmund Ashern avait 40 ans. Il était grand et avait le genre de visage qui récompensait l'étude sans livrer immédiatement son contenu. Ses traits étaient disposés d'une manière qui suggérait le contrôle, ce qu'il faisait, car le contrôle était précisément ce qui était exercé. Il avait géré un grand domaine, un siège à la Chambre des Lords, une histoire familiale compliquée et le deuil de son frère pendant 7 ans. Avec la compétence stable et discrète d'un homme qui considère le sens du devoir comme une forme de vertu, et peut-être la forme la plus fiable qui lui soit accessible. Selon toute mesure extérieure, ce n'était pas un homme qui se remettait en question. Mais en juger par ce qu'il ressentait dans sa poitrine pendant le voyage vers le nord, c'était un homme qui avait fait exactement ça pendant 2 jours consécutifs. Et il n'était parvenu à aucune résolution satisfaisante. Il vit d'abord l'allée, le gravier ratissé, les bas-côtés taillés. Les grilles en fer étaient grandes ouvertes. Elles avaient été récemment huilées, car elles bougeaient sans leur vieux grincement. Il vit de la fumée s'échapper de plusieurs cheminées. Il vit, alors que la voiture prenait le dernier virage de l'allée, la maison elle-même, et il se figea d'une manière qui n'avait rien à voir avec le froid. C'était la même maison. C'était clairement la même maison. Le même profil jacobéen, la même pierre. L'aile était toujours visiblement dans son long processus de reddition. Mais il y avait autre chose.
Les fenêtres de l'aile occupée captaient la lumière de novembre différemment de ses souvenirs. Parce qu'il y avait des rideaux, parce que les vitres avaient été nettoyées, parce qu'il y avait de la lumière à l'intérieur. Les marches étaient balayées. Les mauvaises herbes qui dévoraient le mur du potager avaient disparu. Quelque chose poussait derrière ce mur. Même à cette saison, il pouvait en voir la structure, les cadres, l'ordre soigné. Un corbeau freux était assis sur le pilier de la grille. Il regardait la voiture arriver avec un air d'autorité territoriale. Il ne vit pas Vivien immédiatement. La porte fut ouverte par une femme qu'il ne connaissait pas. Elle était compacte, directe. Elle prit sa carte et son manteau avec la même efficacité. Et elle le conduisit dans une pièce qu'il avait vue pour la dernière fois comme un cimetière de meubles, drapé de toiles de Hollande. C'était maintenant, d'une manière ou d'une autre, un bureau. Un feu brûlait. Des livres sur le bureau. Des notes d'une écriture qu'il reconnut après 7 ans de correspondance domestique. Elles étaient empilées avec la précision d'un esprit qui ne faisait pas confiance au désordre. Un vase avec des cynorrhodons tardifs, d'un rouge sombre contre le gris du matin dehors. Il se tint au centre de la pièce et regarda les notes. Il ne les lut pas. Il n'était pas, à ce moment précis, capable d'un tel sang-froid. Il vit qu'elles étaient nombreuses, et qu'elles étaient organisées, et qu'elles couvraient de nombreuses semaines de l'attention très soutenue et méthodique de quelqu'un. Vivien entra depuis le couloir. Elle portait une robe de laine sombre, et ses cheveux étaient simplement coiffés. Elle le regarda comme elle l'avait toujours regardé, fermement, sans comédie. Ses yeux sombres lui lançaient le même regard évaluateur que Bede portait sur toute chose, c'est-à-dire complet et sans sentimentalité. Elle n'avait pas l'air surprise de le voir. Elle n'avait l'air de rien en particulier. Elle ressemblait à une femme qui s'attendait à cela, et qui avait décidé à l'avance ce que cela lui coûterait, et ce que cela ne lui coûterait pas. « Votre grâce, dit-elle, ni chaleureusement, ni froidement, comme on énonce un fait. Madame Ashurn. » Il la regarda, puis la pièce, puis de nouveau elle. Une question était logée en lui, trop grande pour être posée comme une question. Alors il en posa une plus petite. « Depuis combien de temps ces cheminées de l'aile ouest fonctionnent-elles ?»« Depuis juin, dit-elle. La deuxième et la troisième avaient besoin d'être regarnies. Monsieur Pell s'en est occupé en 15 jours. Monsieur Pell, le maçon du village. Il est très fiable. » Edmund regarda les cynorrhodons. Il regarda les notes. Il regarda sa belle-sœur, qui se tenait dans la pièce qu'il avait vue pour la dernière fois abandonnée. Elle l'observait avec cette patience mesurée qui l'avait toujours déconcerté. Car c'était la patience de quelqu'un qui avait beaucoup à dire et qui avait décidé, après mûre réflexion, que ce n'était pas le moment. La lettre de M. Breen mentionnait des demandes de renseignements, dit-il. 3. Les Fairweather de York sont toujours intéressés par l'aile ouest. J'ai leur correspondance. Elle se dirigea vers le bureau et sortit une petite pile de lettres bien rangées, avec l'assurance d'une femme qui sait exactement où tout se trouve. Le bail qu'il propose est de 2 ans, avec une option de prolongation. Les conditions sont ici. Je ne me suis engagé à rien. Elle lui tendit les lettres. Il les prit. Leurs doigts ne se touchèrent pas. Il regarda la première lettre sans la lire. Un silence s'installa entre eux. Le feu crépita. Dehors, un corbeau freux émit un son qui était presque une conversation. « Vous avez réparé le mur sud, dit-il. Il se serait effondré avant le printemps sinon. Le coup est dans mes notes. J'ai utilisé mes propres fonds. » Il leva les yeux. C'était la première chose qu'elle disait qui l'atteignit visiblement, car les muscles autour de ses yeux se contractèrent légèrement et ses mains s'immobilisèrent sur les lettres. « Vos propres fonds. Vous ne m'avez pas demandé de venir ici pour être un fardeau pour le domaine, dit-elle. » Sa voix était calme. J'ai compris cela. Edmund Ashurn, qui avait rendu des verdicts, géré des hommes et occupé des pièces avec une autorité totale pendant 20 ans, n'eut rien à répondre sur le moment. Ce qu'il eut à la place, c'était la compréhension pleine et quelque peu tardive de ce qu'il avait fait. Pas dans le sens moral abstrait d'avoir mal agi, mais dans le sens visible et spécifique de ce qui s'était réellement produit en conséquence de ses actions. Il avait envoyé cette femme dans une maison en ruine, avec des fonds insuffisants, sans personnel et sans aide, avec le message implicite qu'elle devait y être oubliée. Et elle avait réparé le mur. Elle avait engagé le maçon. Elle avait cartographié chaque pièce. Elle avait cultivé le jardin. Elle avait, pendant qu'il était à Londres à gérer son importance et son malaise, transformé son fardeau abandonné en quelque chose qui était, s'il était honnête,
en bien meilleur état qu'il ne le méritait. « Je vous dois, commença-t-il. Vous me devez le coup du mur sud, dit-elle. Je l'ai reçu. Elle le dit sans venin. C'est ce qui le frappa le plus. Il n'y avait aucun venin, aucune mise en scène de la blessure, aucune exigence qu'il reconnaisse la chose la plus importante avant de passer à la plus petite. Elle n'allait pas lui faire payer le mur sud en lui faisant sentir le mur sud. Elle allait simplement être remboursée pour le mur sud. Le grand décompte, elle semblait l'avoir fait intérieurement, à son propre rythme, et elle était arrivée à une position qui n'avait pas nécessité sa participation. Il resta 3 jours. Il n'avait pas prévu de rester 3 jours. Il avait l'intention d'inspecter la propriété, de régler les questions immédiates des baux et de retourner à Londres pour le week-end. Mais le premier jour se prolongea, car il y avait plus à voir qu'il ne l'avait prévu. Et le deuxième se prolongea, parce que Pell vint discuter des réparations proposées pour l'aile est. Edmund avait des questions détaillées, pratiques, qui le retinrent en conversation avec Pell pendant 2 heures dans la cour froide, et qui lui révélèrent, à lui-même sinon à personne d'autre, qu'il était intéressé, vraiment, et sans calcul, par ce qui était tenté ici. L'aile, et pouvait être restaurée. Cela prendrait 2 ans et coûterait une somme importante, et cela exigerait une attention soutenue. Mais ce n'était pas irrécupérable. Pell le dit de la manière simple et exacte que Vivien appréciait apparemment chez lui. Voici ce qui est vrai. Voici ce que ça coûte. Voici combien de temps. Et Edmund écouta, et parcourut l'aile est, et il resta longtemps dans la pièce qui avait perdu son plafond, et regarda le ciel. Vivien parcourut le domaine avec lui le 2e après-midi. Elle ne l'avait pas suggéré. Il l'avait demandé, avec la franchise prudente d'un homme qui a décidé que la seule chose utile à faire dans une situation inconnue est de recueillir des informations précises. Elle accepta sans cérémonie et le fit sortir par la porte de la cuisine, dans le froid, et ils marchèrent. Elle expliqua ce qu'elle avait fait et pourquoi elle l'avait fait. Et elle répondit à ses questions. Il en posa beaucoup, avec la même attention simple et complète qu'elle accordait à toute chose. Elle ne s'excusa pas d'avoir pris l'initiative. Elle ne demanda pas la permission pour des choses qu'elle avait déjà faites. Elle énonça ce qui avait été nécessaire, ce qu'elle avait décidé, et quels avaient été les résultats. Et elle le laissa tirer ses propres conclusions, ce qu'il fit lentement, alors qu'il parcourait le potager dans la froide lumière de novembre. Leur souffle était visible, et les derniers cynorrhodons sombres pendaient aux rosiers autour d'eux. Elle lui montra d'abord le mur sud. Le nouveau mortier était encore d'une couleur légèrement différente de la vieille pierre. C'était la seule preuve visible que le travail avait été fait, car Pell avait bien assorti le matériau. Elle posa sa main à plat sur la nouvelle section, brièvement, puis continua. Cela ne lui échappa pas. Elle lui montra les espaliers et expliqua l'histoire du jardin, qu'elle avait reconstitué à partir du reçu que Bede avait trouvé. Le registre des semences de 1809, qui datait le jardin d'au moins une génération avant l'abandon actuel. Elle avait trouvé sous les mauvaises herbes, près du mur est, les restes d'un canal d'eau taillé dans la pierre, ce qui suggérait que le jardin avait été autrefois considérablement plus élaboré que sa structure actuelle ne l'indiquait. Elle dit cela comme elle disait la plupart des choses, comme un fait, sans sentimentalité ni ostentation. Mais il entendit sous le ton factuel quelque chose qui n'était pas exactement de la nostalgie, mais qui s'en approchait. Un intérêt pour ce que les choses avaient été avant de devenir ce qu'elles étaient. Il reconnut cela car il l'avait lui-même, dans d'autres pièces, et il n'avait jamais entendu personne d'autre le nommer de cette manière si pragmatique. Il remarqua qu'elle touchait les choses en marchant. La pierre du mur du jardin, le cadre de l'espalier, le loquet de la porte en bois au fond, pas par habitude, mais délibérément, de la façon dont on touche quelque chose qui vous appartient, pas de manière possessive, plutôt de la façon dont on touche quelque chose dont on a été responsable. Quelque chose dont on connaît la qualité dans ses mains parce qu'on s'en est occupé. Il observa cela sans vouloir l'observer, et sentit quelque chose changer en lui, quelque chose qu'il n'aurait pu nommer avec précision à ce moment-là, et qu'il n'essaierait pas de nommer avant plusieurs semaines. Le 3e matin, il déjeuna seul dans la salle à manger, qui avait été rendue fonctionnelle avec la même efficacité discrète que tout le reste. Ensuite, il s'assit avec les propositions de bail et les notes qu'elle avait compilées, et les lut correctement. Et elles étaient très bonnes, mieux que bonnes. C'était le travail d'un esprit attentif et capable. Un esprit qui avait réfléchi au problème de Northwaite comme un problème à résoudre,
plutôt qu'une condition à endurer, et qui était parvenu à des solutions pratiques et mesurées. Et c'est cette partie qui lui resta à l'esprit sur le chemin du retour à Londres. Fondamentalement généreuse, elle n'avait pas extrait de la valeur de son domaine. Elle l'avait restauré. Elle l'avait fait avec son propre argent, son propre temps et sa considérable intelligence, dans une maison où elle avait été envoyée comme une nuisance, sans plainte et sans reconnaissance. Et la seule chose qu'elle avait demandée était d'être remboursée pour le mur sud. Il resta assis dans la voiture pendant 7 heures sur la route du sud. Il pensa à cela, et au cynorhodon, et à la façon dont ses mains s'étaient posées sur la pierre du vieux mur dans le potager. Il la remboursa pour le mur sud dans la semaine. Dans la même lettre, il autorisa également formellement l'accord de bail avec les Fairweather, et il lui accorda par écrit le pouvoir de négocier les 2 autres demandes comme elle l'entendait, au nom du domaine. La lettre était professionnelle. C'était le genre de lettre dans laquelle il excellait. Il l'envoya, relut la copie qu'il avait gardée, et pensa qu'elle était totalement inadéquate à la situation. Et il écrivit une 2e lettre. La 2e lettre n'était pas professionnelle. C'était en fait la lettre la moins professionnelle qu'Edmund Ashurn ait écrite en 20 ans de correspondance. C'est-à-dire qu'elle faisait environ 40 mots de plus que nécessaire, et elle contenait une phrase qu'il a révisée 3 fois et envoyée quand même. Elle disait « Je n'ai pas demandé de vos nouvelles quand je suis arrivé. J'aurais dû le faire, alors je vous les demande maintenant. » Il l'envoya avant de pouvoir se raviser. Il ressentit ensuite la légèreté particulière d'un homme qui a fait quelque chose qui l'effraie et qui a découvert que le sol ne s'est pas dérobé sous ses pieds. Elle répondit dans les 15 jours. Sa réponse était tout aussi professionnelle. C'est-à-dire qu'elle abordait les baux, les délais de l'LS et la question en suspens des arrangements avec les locataires, avec la précision qu'il avait fini par associer à son nom. Et à la fin, tout à la fin, au même emplacement délibéré que Breen utilisait pour les sujets sensibles, une seule ligne. Elle allait bien. Le jardin allait bien. Bede avait pris l'habitude de l'accompagner dans ses promenades matinales le long des limites de la propriété. Ce qu'elle trouvait, écrivit-elle, utile, car il avait un instinct infaillible pour tout ce qui nécessitait de l'attention. Edmund lut cette ligne 4 fois. Il n'était pas tout à fait certain de savoir pourquoi. Il classa la lettre. Il en écrivit une autre. La correspondance se poursuivit tout l'hiver. Au début, elle était strictement fonctionnelle. Les baux furent conclus avec les Fairweather, qui arrivèrent en février. Ils se révélèrent être un couple calme et ordonné, avec un spaniel et un enfant de 2 ans. Ils ajoutèrent à l'habitabilité générale de l'aile ouest, d'une manière que Vivian décrivit avec une sécheresse qu'il se surprit à attendre avec impatience. Elle écrivit sur les progrès de Pell sur l'aile est. Elle écrivit sur les arrangements avec les locataires. Elle écrivit sur les comptes, qui, pour la première fois depuis une génération, montraient quelque chose approchant l'équilibre. Elle écrivit occasionnellement sur Bede, qui avait apparemment élargi sa collection d'objets pour y inclure un bouton de manchette, un dé à coudre et un œuf de rouge-gorge complet et intact, bleu-vert. Il l'avait placé sur le rebord de la fenêtre du bureau avec l'air d'un érudit ajoutant à une archive. Edmund écrivit sur Londres. Il n'avait pas écrit sur Londres à qui que ce soit depuis longtemps. Il en avait fait des rapports, l'avait géré, mais n'avait pas écrit à ce sujet de la manière dont on écrit à quelqu'un qui recevra l'observation pour elle-même, plutôt que pour son utilité. Il se surprit à le faire plus ou moins involontairement, de la manière dont les habitudes refoulées retrouvent leur chemin lorsque la répression cesse. Il écrivit sur un débat à la Chambre des Lords qui lui avait semblé grotesque. Il écrivit sur la bibliothèque de son voisin, qui était très bonne. Il écrivit une fois sur Thomas, juste quelques lignes, de manière oblique, de la façon dont on aborde quelque chose qu'on a gardé dans une pièce pendant longtemps, et dont on n'ouvre la porte que maintenant. Et elle répondit sur Thomas dans le même registre, mesuré et simple. Et c'était la première fois que l'un ou l'autre le faisait. Et il sentit la chose qui avait été dans cette pièce bouger. De la manière dont les choses bougent quand la lumière est enfin admise. Il retourna à Northwaite en mars. L'aile avait un toit temporaire sur la pire partie. Le potager était planté. Il pouvait voir ses lignes ordonnées depuis la voiture, nettes contre la terre pâle de mars, déjà entretenue. Le spaniel des Fairweather aboya depuis l'aile ouest, et un corbeau freux lui répondit « Apparemment ». Il trouva Vivian dans le potager. Elle portait des vêtements de travail, ce qu'il n'avait jamais vu auparavant.
Ses cheveux étaient lâchement épinglés contre le vent. Et elle inspectait les espaliers sur le mur sud avec l'attention concentrée de quelqu'un qui apprend une compétence et prend cet apprentissage au sérieux. Elle leva les yeux quand elle l'entendit sur le sentier. Elle avait l'air, pensa-t-il, différente de sa dernière visite. Elle ressemblait à quelqu'un qui vivait dans un endroit, plutôt que de le subir. Elle ressemblait spécifiquement à quelqu'un qui est chez soi. « Les poires », dit-elle en guise de salutation, en désignant les cadres. « Paul, la belle-sœur de Madame Hartley, pense que nous pourrions avoir des fruits cette année si nous faisons attention aux premières gelées. Vous l'avez mentionné dans vos lettres, dit-il. Elle connaît le jardin. » Elle le regarda, ferme et ouverte. Le même regard qu'elle lui avait lancé en novembre. « Vous êtes venu pour l'aile est, en partie. » Une pause. Bede arriva de quelque part et s'installa sur le mur du jardin avec un air de non-participation délibérée qui réussissait néanmoins à être très participatif. Vivian regarda le corbeau. Edmund regarda Vivian. La lumière du début du printemps faisait quelque chose à la pierre du mur sud. Elle la réchauffait, faisant ressortir une couleur dans le vieux granit qui n'était pas visible en novembre. Quelque chose entre l'ambre et la rose. La couleur d'un matériau qui a été froid longtemps et qui se souvient de la chaleur. « J'ai mal écrit, » dit-il. Elle attendit. Elle était très douée pour attendre. Elle avait eu beaucoup de pratique. « En avril, » dit-il. « Quand je vous ai envoyé ici, je ne me suis pas expliqué. Parce que je n'avais pas d'explication que je pouvais justifier. Et je ne me suis pas excusé. » Il dit cela sans comédie, sans l'intonation particulière que les hommes utilisent quand ils s'attendent à ce que les excuses soient la conclusion d'une chose. Il le dit de la manière dont elle énonçait les faits. Simplement parce que c'était simplement vrai. J'en suis désolé. Je suis désolé de vous avoir envoyé ici sans considération. Et je suis encore plus désolé de l'avoir fait, parce que j'étais un lâche. Il s'arrêta, se reprit. J'étais un lâche, dit-il simplement. À propos de Thomas. À propos de ce que vous représentiez pour moi. C'est-à-dire son absence. Et je ne pouvais pas le gérer. Alors plutôt que de le gérer, je vous ai géré, vous. Et c'était mal. Le vent passa à travers les espaliers. Bede émit un son bas dans sa gorge qui n'était pas tout à fait un mot, et pas tout à fait autre chose. Vivian resta silencieuse un moment, puis elle dit « Je sais pourquoi vous l'avez fait. »« Oui, dit-il, je sais que vous le savez. C'est une forme d'accusation en soi. » Le coin de sa bouche bougea. Pas un sourire exactement, mais le précurseur d'un sourire. Le pli qui apparaît avant que la décision ne soit prise. C'était aussi, pour ce que ça vaut, dit-elle, la meilleure chose qui me soit arrivée en 7 ans. Edmund la regarda. Il ne s'attendait pas à cela, ce qui était peut-être une marque contre sa compréhension de la situation. Elle le regarda en retour avec l'équanimité de quelqu'un qui a réfléchi à cela pendant un certain temps, et qui est arrivé à une position avec laquelle elle est à l'aise. « Pas à cause de vous, dit-elle, avec une clarté qui était à la fois corrective et gentille. À cause de ça. » Elle désigna le mur, le jardin, la maison derrière elle, le ciel pâle de mars. Parce que je devais le faire. Il comprit cela. Il pensa à ce que cela signifiait qu'elle ait eu besoin d'être envoyée dans un domaine en ruine pour découvrir de quoi elle était capable. Et il fut assez honnête pour sentir le poids de cela, simplement, sans l'atténuer. « Je voudrais, dit-il, si vous le voulez bien, faire mieux. » Elle le considéra. Elle le fit comme elle faisait tout. Complètement, sans hâte. Sans feindre la considération. Bede se réinstalla sur le mur du jardin, avec l'air d'un homme s'installant pour le reste d'une réunion importante. « Je veux bien, dit-elle. Prudemment. Prudemment, acquiesça-t-il. Ce n'était pas une question. C'était un contrat. Il le reconnut comme tel, et il fut heureux qu'elle ait nommé les termes plutôt que de les laisser à l'implication, car l'implication était la façon dont ils étaient arrivés à l'arrangement précédent, et aucun d'eux n'en avait profité. Ils parcoururent le jardin. Elle lui montra les poiriers. Elle expliqua ce que Pell avait trouvé en ouvrant le mur sous la fenêtre de l'aile est, ce que cela avait coûté et ce que cela permettrait d'économiser. Il écouta sans l'interrompre. Il posa 3 questions, toutes pertinentes. Le vent descendit de la lande au nord. Il était froid, et aucun d'eux n'en fit la remarque. Une année passa. C'est le genre de phrase qui contient toute une vie, compressée en quelques mots. C'est peut-être la seule façon d'écrire sur une année où tout ce qui compte arrive lentement, s'accumule au niveau des choix quotidiens, et ne s'annonce pas avec les signaux habituels de l'importance. Une année passa, l'aile ait reçu son toit. Pas le temporaire,
le vrai, posé en octobre par Pell et 4 hommes de confiance. Pendant que Vivien se tenait dans la cour en bas avec ses notes, sa montre et l'attention concentrée d'une femme qui avait attendu cet après-midi particulier pendant longtemps. Les Fairweather prolongèrent leur bail pour une 2e année. Ils recommandèrent la propriété à un collègue qui prit 2 pièces dans l'aile est et nouvellement habitable pour une résidence d'hiver. Il partit au printemps en complimentant le jardin. Edmund vint à Northwaite en mai et resta 15 jours. Il revint en août. Il revint une 3e fois en octobre. Et il n'y avait aucune raison professionnelle particulière pour aucune des 3 visites après la première. Et aucun d'eux ne le mentionna. Les lettres continuèrent entre les visites. C'étaient des lettres différentes maintenant. Toujours la correspondance de 2 personnes prudentes et délibérées par nature. Mais plus la correspondance de 2 personnes qui sont prudentes l'une avec l'autre, spécifiquement parce qu'elles ne font pas confiance à l'alternative. Ils étaient arrivés, par l'accumulation de mois et de petits échanges honnêtes, à quelque chose qui ressemblait à. Edmund retourna cette idée une fois en privé, puis plus d'une fois. De la manière dont on teste une surface pour voir si elle tiendra. Comme de l'aisance. Pas l'aisance de l'absence de sentiment. L'aisance de 2 personnes qui ont assez d'espace en compagnie l'une de l'autre pour ressentir ce qu'elles ressentent, sans le gérer à l'excès. Elle écrivit en mai que les poiriers avaient des fruits. Petits, nota-t-elle. C'était leur première année bien entretenue, mais de vrais fruits. Elle joignit une feuille pressée de l'espalier. Elle arriva entre les pages de sa lettre, légèrement aplatie, encore légèrement verte. Il la mit à l'intérieur de la couverture du livre sur son bureau, sans reconnaître entièrement à lui-même que c'était ce qu'il faisait. Elle écrivit en juillet que Pell avait ouvert le mur sous le rez-de-chaussée de l'aile est et avait trouvé les solives d'origine intactes. Ce qui était, étant donné l'état de tout ce qui se trouvait au-dessus, quelque chose de proche d'un miracle. Le mot de Pell. Et Pell n'était pas un homme enclin au miraculeux. Elle écrivit que les pluies d'août avaient été fortes, mais que le mur sud avait tenu. Elle écrivit cela sans commentaire. Il le lut 3 fois. Il répondit le soir même, ce qui était inhabituel pour lui. Il laissait généralement la correspondance reposer un jour avant de répondre. Sur le principe qu'une lettre écrite immédiatement est une lettre écrite à partir de son premier sentiment, plutôt que de sa position réfléchie. Celle-ci, il l'envoya à partir de son premier sentiment. Il n'en parla à personne. Vivien, de son côté, avait noté le changement plus tôt et plus précisément que lui, de la manière dont elle notait la plupart des choses. Elle avait également noté, avec la même précision, qu'elle était heureuse. Elle consigna cette observation sans cérémonie dans le même carnet où elle tenait les comptes du domaine. Un matin de septembre, alors que le potager était à son apogée, et que la lumière entrait par la fenêtre du bureau sous l'angle qu'elle n'adoptait qu'à la fin de l'été. Ed Bede était sur son rebord de fenêtre avec l'œuf de rouge-gorge auquel il revenait sans cesse, le tournant doucement dans son bec, comme si c'était une idée qu'il n'avait pas terminée. Elle écrivit heureuse de sa belle écriture, le souligna une fois et tourna la page. Le premier mardi du mois de novembre suivant, ce qui était, bien que personne ne comptait, exactement 1 an jour pour jour après qu'Edmund eut lu la lettre de Breen dans son bureau de Londres, avec un ciel gris dehors, et la première intuition que les choses avaient bougé sans lui, il arriva à Northwaite en début d'après-midi. Il trouva Pell en train de poser les dernières pierres sur l'entrée réparée de l'aile est, et Paul dirigeant une livraison de provisions d'hiver, et l'enfant des Fairweather se liait d'amitié avec Bede sur les marches du perron, avec une persistance que Bede tolérait avec une patience magnifique. La fumée s'élevait de chaque cheminée. L'allée était dégagée. Le mur du jardin, le mur sud pour lequel il l'avait remboursé, était solide et assombri par le temps de l'année. Il avait l'air, sous le ciel de novembre, d'avoir toujours été là. Il trouva Vivien dans le bureau. Elle écrivait. Elle leva les yeux quand il entra. Ce même regard ferme et ouvert, le regard qu'il avait fait 4 heures de route pour voir, ce qu'il ne s'était pas avoué à voix haute avant une bonne partie du trajet sur la route du Nord, et ce qu'il n'avait pas admis être le but principal de toutes ses visites, jusqu'à un jour d'août, dans un champ au bord de la lande. Elle avait montré une cresserelle planant au-dessus des fougères. Elle s'était retournée pour voir s'il l'avait vue aussi. Mais il la regardait, elle, et elle l'avait su, et aucun d'eux n'avait rien dit. Puis ils avaient regardé la cresserelle. L'aile était terminée, dit-il. Je sais, Pell me l'a dit ce matin. Elle posa sa plume sur le bureau entre eux.
La petite pile de papier qui était toujours là. À côté, posé sur le coin du buvard, avec la précision d'un objet de poids, le bouton que Bede lui avait apporté cette première semaine. En éteint, blasonné, ancien. Elle l'avait gardé tout ce temps. Il le regarda. Elle le regarda le regarder. Il avait composé ce qu'il voulait dire pendant près de 4 heures sur la route. Et il n'était arrivé à rien qu'il considérait comme suffisant. Ce qui lui dit finalement que la suffisance n'était pas la question. Il avait passé 7 ans à être suffisant. Il avait géré le domaine, le titre, occupé chaque pièce correctement. Et cela avait produit exactement la situation qu'il avait créée. Une femme envoyée au nord, dans une maison en ruine, parce que sa proximité avec son deuil était plus que sa suffisance ne pouvait supporter. Il en avait fini avec la suffisance. « J'ai quelque chose à proposer, dit-il. Et je veux être clair sur ce que c'est. Parce que je n'ai pas été clair avec vous auparavant, et je n'ai pas l'intention de répéter cela. » Il la regarda fermement, de la manière dont elle l'avait toujours regardé, pleinement, sans évasion. « Je vous demande si vous accepteriez de rester ici, pas comme gardienne, pas par commodité pour le domaine, mais comme ma femme, comme la personne que j'aurais dû prendre la peine de connaître il y a 3 ans, et que je n'ai pas connue. » Le feu crépita. Bede était silencieux sur son rebord de fenêtre, ce qui était inhabituel pour Bede. Elle dit oui. Dehors, Bede émit un son qui était, à sa manière, satisfait. Tout grandit quand ce n'est plus seul. Vivien avait pensé cela dans le jardin en septembre, en regardant le poirier pâlisser contre le mur sud chaud, ses branches largement étendues dans la lumière ambrée, portant plus de fruits qu'il n'en avait le droit, après tant d'années de froid et de négligence. Elle l'avait pensé à propos de l'arbre, puis elle avait regardé la maison, la fumée de chaque cheminée, l'enfant des Fairweather riant quelque part dans l'aile ouest, les hommes de pelle sur l'échafaudage de l'aile est, se déplaçant avec l'aisance d'hommes qui savent ce qu'ils font, le potager derrière son mur, avec son ail, ses herbes et sa bonne terre sombre. Et elle l'avait pensé à propos de tout cela, toute cette entreprise improbable et florissante, née d'un mardi d'avril, quand une voiture remonta une allée envahie par les herbes, quand un corbeau observait depuis un manteau de cheminée, et qu'une femme, debout dans un hall froid, se mit à rire. La fenêtre était pleine de la lumière de fin d'après-midi, le genre de lumière qui n'arrive qu'en novembre quand elle arrive, dorée, improbable et brève. Le bouton reposait sur le coin du buvard. Bede se réinstalla avec satisfaction. La fumée s'élevait des cheminées de la maison qui avait attendu, et qui n'attendait plus, dans un ciel qui était, pour la première fois dans l'histoire que vous avez suivie, non pas gris, non pas d'éteint, non pas de la couleur d'un sentiment refoulé et d'une conséquence gérée. C'était le bleu clair et froid d'une chose qui a traversé l'épreuve.